À l'heure, il y a de nombreux dégâts et le départ de la course La Boule Dakar a dû être reporté. On votait aujourd'hui à Antony pour le deuxième tour de l'élection municipale partielle. Dans ce journal, les premières tendances du scrutin. Jour J-3 pour les élections à la sécurité sociale, un vote décisif pour un organisme que les Français ne connaissent pas toujours très bien. La face cachée de la sécurité sociale, c'est le dossier de ce journal. Et puis notre invité, c'est Marcello Mastroianni qui nous parlera de son dernier film, Le Général de l'armée morte. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce week-end nous a donné un avant-goût de l'hiver et c'est un véritable temps de chien qui s'est abattu sur presque toute la France, avec de très fortes tempêtes sur les côtes de Bretagne, de Normandie, mais aussi sur la Méditerranée et même en région parisienne. Bilan des arbres arrachés, des toits envolés, des avions détournés et 3 morts au moins en Seine-et-Marne et en Charente-Maritime. Brigitte Simonetta. Cette bande blanche, large de plusieurs centaines de kilomètres, c'est elle qui est à l'origine de la tempête qui a fait 5 morts. En son centre, les vents tourbillonnent. Lorsqu'ils sont arrivés samedi après-midi sur les côtes de la Bretagne, ils soufflaient à 130 km/h avec des rafales atteignant 150 km/h. Sur une mer qui est passée de très forte à énorme, les appels de détresse n'ont pas tardé. Et il aura fallu l'équipement de la Marine nationale, plus 4 hélicoptères pour sauver les 29 hommes qui composaient l'équipage d'un cargo abîmé au large d'Ouessant. À l'intérieur, les vents n'ont pas faibli et l'Europe entière a été touchée. Dégâts matériels, trafic aérien perturbé, arbres déracinés, caves inondées. La course La Boule Dakar est remise à demain. Mais l'image la plus spectaculaire, c'est celle-ci. L'antenne d'un émetteur de la télévision belge, haute de 315 mètres, a été purement et simplement arrachée. Une image, mais elle représente quelques 100 millions de francs belges. Ce soir, les vents tombent, mais le bilan humain et matériel est loin d'être définitif. Bien sûr, nous reverrons en détail la carte du temps à la fin de ce journal avec Brigitte Simonetta. Mais auparavant, le reste de cette édition avec d'abord le rebondissement dans l'affaire du restaurant le Louis XIV. Madame Descombes a été inculpée la nuit dernière pour le meurtre de son mari, le propriétaire de ce restaurant. Monsieur Germain Descombes avait été, vous vous en souvenez peut-être, tué de 7 coups de couteau dans la nuit du 3 au 4 avril dernier. Monsieur Descombes venait d'arriver dans sa maison de campagne où l'attendait son épouse. C'est apparemment à la suite de révélations faites par l'amant de cette dernière que le juge d'instruction a décidé d'inculper Madame Descombes. Les détails de cette affaire avec Bruno Ledreff. Je suis inculpé, proteste Éliane Descombes. Je mesure 1m57 et pèse 45 kg. Comment aurais-je pu tuer mon mari qui faisait 1m80 pour 78 kg, lui? Hier soir, le juge Vaubaillon, chargé du dossier, a donc inculpé Éliane Descombes de l'assassinat de son mari. Je ne sais pas de quel côté je vais. Le magistrat a pris cette décision après que Max Frito, le voici, chauffeur de taxi et amant de Madame Descombes, eut révélé que sa maîtresse lui avait confié vouloir se débarrasser de son mari. Vous pouvez nous dire quelque chose, monsieur Frito? Mais reprenons les faits. Le dimanche 3 avril de cette année, Germain Descombes quitte dans la soirée son restaurant à Paris. Il arrive dans sa propriété de Fontaine-sous-Juif à 0h15 du matin. Son épouse l'attend après avoir passé la nuit précédente avec Max Frito. Voici maintenant la version d'Éliane Descombes. Elle accueille, affirme-t-elle, son mari à la porte d'entrée. Tandis qu'il ressort prendre un paquet dans sa voiture, elle traverse la maison pour aller chercher une bouteille de vin à la cave. Elle entend alors un bruit et se précipite vers la sonnerie d'alarme qu'elle déclenche. Puis elle retraverse toute la maison pour revenir vers le vestibule. C'est là qu'elle trouve son mari agonisant. Il a reçu 7 coups de couteau. Elle téléphone aussitôt au jardinier qui habite à côté, puis à son fils, à Paris. Très vite, le juge Vaubaillon, chargé de l'instruction, émet des doutes sur le récit d'Éliane Descombes. Une des 2 reconstitutions dont vous voyez les images a duré plus de 6 heures et n'a pourtant pas permis d'éclairer les nombreuses zones d'ombre de cette affaire. Éliane Descombes a donc d'abord été inculpée de recel de malfaiteur. On l'accusait d'avoir vu l'assassin de son mari et de ne pas le dénoncer. Max Frito, il a un alibi. Ses parents assurent qu'il a passé la nuit du crime avec eux. Alors qui? À l'évidence, Éliane Descombes ne dit pas tout ce qu'elle sait. Mais est-elle pour autant l'assassin? Je ne suis pas convaincu que le juge d'instruction et les gendarmes soient eux-mêmes persuadés de la réalité et de la vérité des déclarations de Frito. J'imagine que de cette déclaration, ils espèrent d'autres rebondissements.
Alors le juge Vaubaillon n'a-t-elle pas finalement cherché, en frappant un grand coup hier soir, à impressionner Éliane Descombes et à lui faire dire tout ce qu'elle sait cette fois-ci? Pour l'instant, elle est incarcérée à la prison de Rouen, sous l'inculpation d'assassinat. Toujours au registre des faits divers, peut-être du nouveau dans l'enquête sur la mort du docteur Aran, ce chirurgien bordelais retrouvé mort, ligoté et bâillonné dans sa baignoire. Les enquêteurs s'intéresseraient aujourd'hui au milieu médical bordelais. Et c'est un détail étonnant qui les a mis sur cette piste, car les liens qui enserraient les poignets du docteur Aran étaient noués d'une façon très particulière, et plus précisément selon une technique couramment utilisée par les chirurgiens. Le point sur place avec notre envoyée spéciale, Isabelle Bechler. À Pessac, les volets du manoir du couple Aran sont clos. Premier week-end après la tragédie, quelques voisins, quelques curieux viennent voir, sans trop oser s'arrêter. On est pudique dans la région. À l'hôtel de police de Bordeaux, par contre, l'enquête se poursuit, mais à tout petit pas. Toujours pas d'éléments en provenance de Limoges ou de Nevers. On n'a pas retrouvé le destinataire du dernier chèque rédigé par Aline Aran entre Limoges et Nevers. Ici, à Bordeaux, on n'exclut aucune piste. La piste médicale en est une parmi d'autres. Un chirurgien est actuellement entendu depuis près de 24 heures par les enquêteurs du SRPJ. Il avait connu les Aran en Guyane. Mais ce n'est qu'une piste parmi d'autres. Les familles des victimes, elles, croient toujours à la prise d'otage d'Aline Aran. En politique, verdict cette nuit dans l'élection municipale partielle d'Antony. C'est une sorte de quatrième tour de cette élection qui avait été invalidée au lendemain du scrutin de mars dernier. Je vous rappelle qu'à l'issue du premier tour, le candidat RPR devançait son adversaire, le maire sortant communiste, avec 1795 voix. C'est donc une élection qui promet d'être très serrée et qui suscite par avance beaucoup de réactions, Bernard Pradino. Jeudi dernier, un ancien ministre de l'opposition a dit que le monde entier avait les yeux fixés sur Antony. C'est, à mon avis, une exagération typique de campagne électorale. Ce soir, il n'y a pas ici de personnalité politique nationale et les confrères de la presse étrangère ne sont pas très nombreux. La certitude, c'est que, effectivement, le scrutin de ce soir sera extrêmement serré. Il y avait au premier tour deux petites listes, en plus de celle de M. Devedjian du RPR et celle de M. Aubry, le maire sortant communiste. L'une de ces petites listes, celle des artisans, qui avait fait 2,66% des voix, n'a pas donné de consigne de vote. La deuxième liste, gauche dissidente, 5,42%, ne s'est pas ralliée à M. Aubry, le communiste, mais elle a fait savoir qu'elle ne souhaitait pas la victoire du candidat RPR, M. Devedjian. Les deux vainqueurs possibles comptent donc sur les mêmes électeurs, sur les mêmes voix, et aussi sur les abstentionnistes du premier tour, qui à mon avis ne seront pas très nombreux, puisque la participation ce soir est très légèrement supérieure, un point, à peine plus d'un point, très légèrement supérieure à celle de dimanche dernier. Jusqu'au dernier moment, il y a eu pendant la campagne électorale ici à Antony une certaine tension avec quelques incidents du genre bagarre entre colleurs d'affiches, ce qui expliquerait la présence de nombreux cars de police et de CRS chargés, comme dimanche dernier, de veiller au maintien de l'ordre, surtout après la proclamation des résultats qui devraient être connus aux alentours de 10h30, 11h du soir. Il y a donc peut-être de premiers résultats, de première tendance dans le tout dernier journal à 22h50 avec Claude Sérillon. Vous devez encore retenir une information donnée par le délégué à l'aménagement du territoire, la DATAR. M. Bernard Attali a révélé dans une interview à l'agence centrale de presse que 30 000 emplois ont été créés en France depuis 1981, et cela grâce aux investissements étrangers. Les 2/3 de ces emplois ont été créés dans des régions prioritaires, a précisé M. Attali. Et puis Bernard Pons était ce soir l'invité du club de la presse d'Europe numéro 1. Le secrétaire général du RPR a été interrogé sur la popularité montante de Raymond Barre et ses conséquences pour le RPR précisément. Nous écoutons M. Pons. Monsieur Barre est un homme politique connu, il a été Premier ministre pendant 4 ans. Et vous me dites comment il se situe par rapport à nous. Il se situe dans l'opposition, d'après ses déclarations. Et il n'est pas tendre à l'égard du gouvernement socialo-communiste. Il ne se situe pas au sein du RPR. Je crois qu'il ne se situe pas dans l'immédiat au sein de l'UDF, même s'il a des affinités au point de s'apparenter au groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Monsieur Barre, pour le moment, se situe en critiquant le gouvernement, la gestion du gouvernement socialo-communiste, mais je vois mal, en ce qui me concerne, la politique nouvelle qu'il propose.
À noter également une petite phrase de Jean-Claude Gaudin, le président du groupe UDF à l'Assemblée nationale. Selon M. Gaudin, qui parlait à RTL, le socialisme ira au terme de l'actuelle législature. Et il ajoutait, mais quand nous aurons gagné fin 1986, ce n'est pas une restructuration que nous ferons, mais autre chose. Plus que 3 jours avant les élections à la Sécurité sociale. On va donc beaucoup parler de cet organisme qui a pour nous une image très ambiguë. Il apparaît d'un côté comme quelque chose auquel nous avons tous droit, mais il est perçu dans le même temps comme une sorte de monstre froid qui se nourrit de tracasseries et de paperasseries. La Sécurité sociale essaye pourtant d'offrir des services concrets et parfois même originaux que beaucoup de Français ne connaissent pas. Laurent Carenzo et Patrick Retzloff sont allés découvrir à Mâcon cette face cachée de la Sécurité sociale. Mâcon 101, il est 11h06. Tout de suite, je laisse la parole au studio, à Monique et à nos invités de la CAF. En direct avec vous sur Mâcon 101, la caisse d'allocation familiale de Saône-et-Loire. Avec Claudette et Michel, que nous retrouvons comme chaque mois pour nous parler des prestations. Aujourd'hui, où sont-elles donc les employés de la Sécu tristes et revêches qui vous font faire la queue pendant qu'elles tricotent ou bavardent? Ici à Mâcon, on fait la chasse à la paperasserie. On utilise les médias modernes des radios locales pour informer l'assuré. Chaque mois, la caisse d'allocation familiale a son émission et l'auditeur peut appeler au téléphone pour poser des questions. Une caisse de sécurité sociale dispose d'une marge de manœuvre de 10% de son budget pour mener une politique d'action sociale autonome, soit ici à Mâcon, environ 1 milliard de centimes. Mais la sécurité sociale a peur de sa propre bureaucratie. Alors, elle finance des associations pour les crèches, les haltes garderies et les travailleuses familiales. Monique, ici à gauche, est l'une d'entre elles. Elle vient souvent dans cette famille de 5 enfants, dont le père routier est souvent absent et dont la mère est débordée. Repassage, courses au supermarché, sorties d'école, jeux et devoirs avec les enfants. Monique va rendre la vie plus facile à cette famille modeste, logée en HLM. Ainsi, la caisse d'allocation familiale, en multipliant ses actions, intervient-elle dans tous les compartiments de la vie quotidienne, chaque fois qu'une difficulté apparaît dans une famille. 5 enfants en 1983, c'est une lourde charge que par des actions diversifiées, la caisse essaie d'alléger, avec Monique, qui visiblement y met du sien. Qu'est-ce qu'il va chercher? Tu vas chercher? Allez. Mais on va aussi plus loin. Les employés de la caisse d'allocation familiale de Mâcon n'hésitent pas, comme Marie-Paul Bazin, à se déplacer dans tout le département pour aider ou conseiller tel ou tel assuré. Et votre fille, Madame Famille, habite chez vous? Oui, voilà. Oui, à la caisse d'allocation familiale. Ici, une mère de 4 enfants sans travail, abandonnée par son mari. C'est-à-dire que je suis en instance de divorce. Et puis, je suis séparée de mon mari depuis le 1er septembre. J'ai mes 4 enfants. Comment obtenir le divorce? Comment arracher une pension alimentaire? Comment aussi ne pas se faire rouler par l'organisme de crédit qui a financé la maison? La maison est vendue, oui. Est vendue. Oui. Elle a été vendue comment? C'est une agence, par le crédit, par la maison de crédit. Donc, vous avez... Bref, une vraie démarche de solidarité qui s'ajoute aux allocations proprement financières permettant de passer un cap difficile. Un des enjeux de l'élection du 19 octobre est précisément de pouvoir développer de plus en plus cette forme d'action sociale sur le terrain. Que vous toucherez pendant cette période d'1 an. Qu'est-ce que ça peut changer, l'élection des administrateurs à la sécurité sociale? Je crois qu'il faudrait leur poser la question déjà, mais à mon sens, ça peut introduire une relation plus directe entre la population et eux, dans la mesure où, dans un premier temps, ils auront été connus du fait de l'élection. Et puis, d'une façon plus générale, je pense que ça peut leur donner aussi davantage de représentativité et que ça peut inciter les pouvoirs publics à leur confier, à leur déléguer davantage de pouvoir. La Sécu, comme on dit, essaie d'améliorer son image de marque et de se rapprocher de l'assuré. La révolution informatique qu'elle est en train de vivre simplifiera les formalités, mais surtout permettra de reconvertir les agents dans des tâches d'accueil et de conseil que les assurés réclament depuis des années.
À l'étranger, l'essentiel de l'information nous vient du Moyen-Orient avec d'abord cet accrochage au sud Liban où 8 soldats israéliens auraient été tués ou blessés dans un attentat près de la ville de Nabatieh. À la suite de cet attentat, les soldats israéliens auraient ouvert le feu, blessant des civils qui assistaient à une fête religieuse. Et puis, toujours au Liban, le gouvernement a fait officiellement appel à des observateurs neutres pour superviser le cessez-le-feu dans la région. 2 pays ont été contactés, la Grèce et l'Italie, et Rome a déjà fait connaître son accord. Les Italiens pourraient envoyer 400 observateurs au Liban. Enfin, une très importante grève d'avertissement a été suivie pendant 2 heures aujourd'hui en Israël. 1 million de personnes y ont participé. Ils contestaient la remise en cause de la prime trimestrielle dite de vie chère. Une prime qui a permis jusqu'à présent aux Israéliens de faire face à la hausse des prix galopante dans ce pays. Le reportage de notre correspondant en Israël, Charles Anderlin. Premier coup de semonce des syndicats au cabinet Shamir, une grève générale de 2 heures qui a été observée aujourd'hui dans l'ensemble du pays par 1 million de salariés. En tête du mouvement, le conseil ouvrier d'Ashdod où la grève dure 24 heures. Le ton monte dans cette ville portuaire qui avait pourtant accordé une majorité au Likoud lors des dernières élections. Ce militant promet que le syndicat, la Histadrout, sera aux côtés des ouvriers dans la lutte contre les dernières mesures adoptées par le gouvernement. L'ouvrier se trouve dans un malaise économique, il est naturel qu'il manifeste et nous avons commencé par Ashdod, ça pourrait se faire dans tout le pays, tout le monde est mécontent en ce moment. Et nous sommes obligés, avec tous les ouvriers d'Ashdod, les éducateurs, de sortir dans la rue pour faire pression sur le gouvernement qu'à ce stade-là, il y a danger, pas seulement économique, mais moral à long terme de la société en Israël. À leur quartier général, à Tel Aviv, les patrons du syndicat sont satisfaits du succès de la grève. Pas seulement les militants, aussi les salariés dans différents secteurs économiques israéliens, que ce soit dans l'industrie, que ce soit dans le secteur privé, que ce soit aussi dans le secteur professionnel et académique. Tout le monde a répondu à l'appel de la Histadrout. Notre but, c'est seulement sauvegarder le niveau de vie des salariés en Israël. Il ne faut pas que les salariés seuls subissent les conséquences de la politique du gouvernement. Il y en a des secteurs différents en Israël qui en profitent et qui s'enrichissent de cette politique. Une fois que nous aurons acquis ce but de sauvegarder le niveau de vie des salariés, nous n'aurons plus besoin de faire grève en Israël. Le Front social se durcit alors qu'Yitzhak Shamir n'a toujours pas de ministre des Finances. Ce soir, on parle d'Yitzhak Modaï, que voici. C'est le ministre de l'Énergie, un critique virulent de la politique économique de ces derniers mois. La nomination est urgente. Le public israélien continue à se ruer aujourd'hui sur le dollar. Grande première mardi soir pour la fusée européenne Ariane. Elle va effectuer son premier vrai vol commercial. Dans ses soutes, il y aura un satellite Intelsat et c'est un symbole puisque ce passager qui pèse près de 2000 kilos est de fabrication presque exclusivement américaine. Patrick Esther. Dans les 10 années à venir, 300 satellites au moins vont être lancés pour satisfaire les besoins en télécommunications des compagnies de téléphone, d'ordinateurs ou de télévision. Des marchés qui s'estiment en milliards de francs. Ariane, que certains ont classé hâtivement dans la catégorie des petites fusées, va jouer en réalité un rôle de premier plan dans cette vaste bataille commerciale. Dans 3 jours, le lanceur européen doit placer en orbite un engin de près de 2 tonnes pour le compte d'Intelsat, une organisation internationale qui gère depuis ce siège situé à Washington le plus grand réseau du monde de satellites de communication. On avait pris l'habitude de voir les satellites européens lancés par des fusées américaines. Cette fois, c'est une grande première. Un satellite quasiment américain va être placé par une fusée européenne. 7, 6, 5, 4. Le symbole du fil renoué d'Ariane avec le succès. Ariane va débuter dans la carrière internationale avec les clients les plus difficiles à décrocher. Et ce lancement ne restera pas isolé. Ariane doit placer 2 autres satellites Intelsat dans les mois qui viennent. Des automobilistes de mauvaise humeur, des athlètes ravis, c'est ce qu'on pouvait voir cet après-midi à Paris, car on courait dans les rues de la capitale, enfin, quand je dis on, je devrais dire eux, car ils étaient 26 500 qui disputaient les 20 km de Paris. Il y en avait pour tous les goûts, tous les âges et tous les niveaux. « 26 500 cœurs qui battent un peu plus vite.
Un vainqueur, Thierry Vatrice, devant 26 499 concurrents. La course à pied, vue de cette manière, c'est sain, c'est bon et c'est beau. Alors, on regarde, on admire, on envie, ou bien on aime. C'était cet après-midi dans les rues de Paris. En tennis, le miracle ne s'est pas produit. John McEnroe a battu Henri Lecomte en 3-7 dans la finale du tournoi de Sydney en Australie. C'est la 4e année consécutive que l'Américain remporte ce tournoi, considéré comme le championnat d'Australie en salle. Alain Vernon. Au service Henri Lecomte, le Français est en forme. Il a battu cette semaine le Tchécoslovaque Ivan Lendl. D'ailleurs, face à John McEnroe en finale du tournoi de Sydney, il réalise de jolis coups, notamment sur le revers. Mais l'Américain est un spécialiste des surfaces rapides et du service bien sûr. Vainqueur 3 fois déjà du championnat d'Australie en salle, John McEnroe, exhibitionniste à souhait pendant ce tournoi, a tout de même surclassé Henri Lecomte en 1h53 minutes et en 3-7. En variant énormément son jeu, c'est son point fort, a dit Henri Lecomte. Ce qui ne varie pas en revanche, c'est le compte en banque de l'Américain, près de 30 millions de centimes aujourd'hui à Sydney. Et en 1983, le sport se présente sous la forme d'un bien curieux cocktail. Il y faut du talent, on vient de le voir, du courage, on l'a vu un peu plus haut avec les coureurs, du travail, mais aussi de l'argent et parfois même beaucoup d'argent. Et sur ce point, les masques de l'hypocrisie commencent à tomber les uns après les autres. Ainsi, jeudi dernier à Londres, pour la première fois dans l'histoire mondiale du football, un club est entré en bourse comme n'importe quelle grande société anonyme. Guy Schwartz et Jean-Jacques Le Garec assistaient à cet événement. L'introduction en bourse d'une société est toujours un événement à Londres. La preuve, les agents de change en viennent à perdre leur légendaire flegme britannique. Enfin, presque tous. Aujourd'hui, l'événement est encore plus exceptionnel que d'habitude. Il s'agit même d'une première mondiale, car la société qui vient ici faire coter ses actions est un club de football. Tottenham est une des meilleures équipes anglaises. Qualifiée pour le prochain tour de la Coupe européenne des vainqueurs de coupe, elle compte dans ses rangs de nombreux internationaux. Elle emploie une centaine de personnes, dont 32 joueurs professionnels et 10 footballeurs stagiaires. Plusieurs d'entre eux ont d'ores et déjà acheté des actions du club. J'ai eu la chance de pouvoir en acheter il y a une semaine et en tant que capitaine de l'équipe, j'ai confiance dans le club et j'ai acheté des actions. Votre salaire va-t-il augmenter ou pas ? J'ai signé un contrat il y a 2 à 3 mois avant la mise en vente des actions, et cela pour 3 ans, alors ça ne changera rien à mon salaire. Ce n'est pas pour augmenter les salaires que le club a émis 3 800 000 actions qui lui rapporteront près de 40 millions de francs, mais pour rembourser les dettes contractées pour la rénovation du stade, en particulier l'aménagement de ces salons particuliers qui sont loués à l'année à des entreprises pour la coquette somme de 120 000 francs. Et ces salons sont au nombre de 72. Comme la plupart des grandes équipes, Tottenham aurait pu choisir de faire appel au mécénat. Nous n'avons pas encore rencontré de grands mécènes parce que nous n'avons pas encore trouvé un qui soit prêt à payer le prix que nous pensons valoir. Nous avons décidé que nous devions essayer de faire autrement et c'est la première fois qu'un club de football a fait cela. Nous avons reçu énormément d'argent et j'espère vraiment que les clubs de football se réveilleront, en prendront conscience et suivront notre exemple. Encore faudra-t-il que les résultats sportifs des clubs soient satisfaisants. Car la valeur des actions en dépendra en grande partie. C'est ce qu'en pense un autre célèbre footballeur de Tottenham. Ils sont très... comment tu dis? Très chers. Très chers, oui. Maintenant, non. Si elles sont chères aujourd'hui, mais peut-être que si vous n'aviez pas eu de jambes cassées, elles seraient encore plus chères. Peut-être c'est une bonne occasion pour... peut-être quand j'ai joué, ils sont très chers, ou peut-être ils sont très... comment tu dis? Très basses. Très basses, oui. Il y avait un tiercé aujourd'hui à Longchamp. La combinaison gagnante ressemble à un chiffre du compte est bon puisqu'il fallait jouer le 2, le 22 et le 11. Vous découvrez les rapports sur votre écran. 14 956 francs pour 5 francs dans l'ordre, et 1572 francs dans un ordre différent, toujours pour 5 francs.
Cinéma maintenant, avec notre invité Marcello Mastroianni, dont le dernier film sort sur les écrans parisiens. Il s'appelle Le Général de l'armée morte. C'est un film de Luciano Tovoli. On y retrouve Michel Piccoli, Gérard Klein et Anouk Aimée. C'est un film d'humour extrêmement noir. Oui, on dirait les Anglais, black humor, oui. C'est l'histoire d'un général italien envoyé par son gouvernement en Albanie à rechercher, à ramener en Italie les ossements, les dépouilles des soldats qui sont restés là-bas, qui sont morts là-bas, ils sont restés là-bas après la guerre. Et ils partent avec son aumônier, mais arrière à tout ça, il y a une très belle veuve, qui a C'est là qu'intervient la comédie. Oui. Qui prétend avoir de recevoir les ossements de son mari, qui est mort en colonel. Donc, soit le général, soit le meunier, ils ne sont pas tellement intéressés aux ossements des pauvres soldats, qui sont, surtout à ceux de ce colonel, parce qu'on comprend que tous les deux, même le meunier, peut-être a une histoire avec la veuve. Et donc c'est un voyage obsessif, dans lequel les deux se regardent comme un chat et chien, et c'est un film qui est un petit peu blasphème peut-être, mais qui on l'a fait pour démontrer, rappeler encore que la guerre c'est une chose horrible et que qui est mort même pas après sera respecté. Bien, tout de suite nous allons voir un extrait donc où l'on va pouvoir voir effectivement un général et un aumônier qui ne sont pas d'accord sur la dame qu'ils aiment. Tout de suite donc un extrait de ce film de Luciano Tovoli. Oui. Oui, bien. Très bien. Je vous assure, je vais très bien. Oui, oui, je l'ai fait le jour même. Comment vont-ils? Vous leur présentez mes hommages? Oui, oui, oui. Oui. Au revoir. Que vous avait-elle demandé de faire? Dire une messe pour l'anniversaire de sa mort. Marcello Mastroianni, c'est le premier film de Tovoli. Quel effet cela fait-il pour un comédien comme vous de travailler sur un premier film? Aucun effet particulier. Tovoli, il était, avant d'être metteur en scène, un grand chef opérateur en Italie. J'avais travaillé avec lui dans plusieurs films, donc c'était un ami. Puis c'est un film qui a été fait entre amis. Michel et moi, on est amis depuis longtemps. Avec un nous n'en parlons même pas. Michel Piccoli, qu'est-ce que j'ai dit moi? Michel. Ah bon, d'accord, Michel Piccoli. Et à nous n'en parlons pas. Gérald Klein, je ne le connaissais pas, mais c'est un extraordinaire copain lui aussi, donc il n'y a eu aucun problème. Le dernier film de Fellini va apparaître sur les écrans. Vous n'y apparaissez pas. Pourquoi? Vous avez presque toujours participé au film de Fellini. On ne peut pas toujours écouter. Il a eu raison de ne pas m'appeler. Moi, j'ai vu le film, c'était extraordinaire. Superbe. Je suis jaloux, c'est vrai. Il y a un peu de nostalgie quand même. Non, je suis très ami du don, je respecte ses choix. Et je crois que dans ce film-là, il a bien fait. On ne prend pas de vedette. Merci, Marcello Mastroianni. La météo, maintenant, sans transition, avec Brigitte Simonetta. Oui, après les images assez impressionnantes que nous vous avons présentées en début de journal, je peux maintenant vous rassurer et vous dire que pour demain, c'est le retour au calme, on ne parlera plus de tempête. Tout à l'heure, nous vous avons présenté la photo satellite d'hier. Je vous propose maintenant de regarder celle d'aujourd'hui, car on voit très bien que la perturbation a traversé le pays en une journée. Elle se situe aujourd'hui sur la moitié sud. Demain, nous aurons droit à tous ces petits points blancs. Ce sont des nuages, mais ils sont moins compacts. Dans un système nuageux, c'est ce que l'on appelle la traîne et elle est plus ou moins active. Tout cela nous donne sur la carte de demain un temps variable partout, une succession de nuages et d'éclaircies avec tout de même encore quelques risques de pluie au nord, à l'est et sur la Corse. Mais le baromètre est en train de remonter. Le thermomètre reste stable, de 13 à 15 degrés sur la moitié nord et de 15 à 22 degrés sur la moitié sud. Demain, lundi 17 octobre, le soleil se lèvera à 7h14, il se couchera à 17h57 et nous fêterons les Baudouins. Et Marcello Mastroianni regarde toujours les dames. Fin de cette édition. Votre dernier rendez-vous avec l'information ce soir est à 22h50 en compagnie de Claude Sérillon.
Demain, 12h45, antenne de midi avec Daniel Bilalian et une toute nouvelle rubrique dans ce journal de la mi-journée. Elle est animée par Pierre-Marie Thiaville qui vous parlera d'un sujet qui vous intéresse tous puisqu'il s'agit de votre argent. Et puis demain soir à 20h, vous retrouverez ici même Christine Ockrent. Bonsoir.